Qu'est-ce que la crise sanitaire actuelle a eu comme influence sur les questions financières d'un point de vue individuel, qu'au point de vue du politique, qu'au point de vue des entreprises? C'est ce que j'aimerais développer dans cette vidéo, mais avant de dire plus, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de 3 livres dont le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». Alors j'avais envie de vous parler un peu de ma perception, et vraiment j'aimerais que j'insiste que ce n'est que ma perception, ce n'est donc pas la réalité, à travers mon observation, à travers des faits que j'ai pu en tout cas capter, obtenir à gauche à droite, pour voir ce qui s'est joué au point de vue financier sur ces 3 plans lors de cette crise sanitaire qui était une crise économique tout autant une crise sociale. Enfin voilà, on ne va pas jouer sur les mots là-dessus, là n'est pas la question. Alors, on pourrait en dire tellement de choses là-dessus, bien sûr, que ce sera forcément quelque peu réducteur ce que je vais dire, et en même temps, je pense que ça va parler à passablement d'entre vous. Alors, la première chose, je vais venir sur le plan personnel, donc des différents êtres humains là, dans nos pays, en tout cas les pays qui nous entourent, les pays là où vous habitez. Pour moi, déjà, j'aimerais voir 2 choses qui sont tout à fait contradictoires qu'on a pu observer. En tout cas, pour la France, on a pu observer une forte hausse de l'épargne en France, bien plus largement que d'ordinaire. Donc une épargne qui a fortement augmenté. Alors on pourra l'expliquer en partie en disant ben oui, les personnes ont eu moins l'occasion de dépenser leur argent puisque on était plus restreint pour partir en vacances au niveau des pays. Les magasins ont été fermés pendant une partie de l'année. Alors effectivement, ça explique probablement en partie cela. Et il se pourrait que ce soit également en lien avec des peurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça c'est une première chose. Et en même temps, on voit une forte hausse du nombre de personnes qui passent le seuil de pauvreté. Voilà, je ne parle pas seulement de la France, je parle de tous les pays dits développés. Une forte hausse bien plus grande que malheureusement ce qui est déjà l'habitude. Donc vous voyez déjà ce grand écart. Alors ce que j'ai pu voir au niveau individuel également, c'est une forte augmentation des peurs pour beaucoup de personnes. La peur de ceux qui avaient déjà peur de manquer ont eu peut-être encore plus peur de manquer qu'ils en ont eu habituellement. Et peut-être d'autres ça a réveillé des peurs de manquer qu'ils n'avaient pas. C'est également en lien avec la peur de l'inconnu. Plus que jamais, nous avons pu observer, moi le premier, à quel point nous ne savions pas ce qui allait se passer. En tout cas, j'ai pu voir moi à quel point mes pronostics d'amélioration se sont avérés en tout cas pas justes, ou en tous les cas, j'ai envie de dire, les décisions prises n'étaient en tout cas pas en lien avec ce que je m'attendais à voir. Et donc cette notion d'inconnu, si on ne supporte pas l'inconnu, si on veut savoir exactement où on va, si on veut contrôler sa vie, ça réveille forcément des peurs, alors que d'autres personnes peuvent être tout à fait à l'aise avec l'inconnu en disant on va faire avec. Et de toute manière, par définition, la vie est inconnue, simplement ça nous a comme sauté à la figure que là, effectivement, il y avait beaucoup d'inconnus dans cette situation. Donc ça peut réveiller des peurs aussi très fortes chez certains, et alors que d'autres ont vraiment pu faire avec certaine sérénité, certaine tranquillité. Et derrière tout ça, peut-être qu'une 3e peur, et pas la moindre, c'est la peur de la mort. Et là, nous avons beau savoir que nous sommes tous mortels, nous ne sommes pas égaux dans notre manière d'appréhender la mort, de savoir que oui, nous mourrons un jour, tous sans exception, en tout cas sous cette identité physique, au niveau de notre corps, bien évidemment, suivant les croyances que l'on a derrière. Et on a beau le savoir, tout à coup, c'est comme si on a pu voir à travers l'attitude des uns et des autres, une sorte de peur presque hystérique pour certains de s'approcher d'autres personnes, d'être en contact avec d'autres personnes, alors que pour d'autres, c'était vraiment relax parce qu'ils avaient pu prendre ce pas de recul par rapport à ce qu'était ce virus, quels étaient les dangers réels, et on voyait bien qu'en fonction de l'âge que nous avions, que les risques étaient pratiquement inexistants pour la grande majorité de la population, et que les risques étaient plus importants pour les personnes bien âgées, voire très âgées. Donc, peur de la mort également, mais c'est simplement pour dire que ces 3 peurs, elles peuvent être complètement liées, ce qui fait que la notion de peur a été très ancrée, en tout cas, tout au long de cette crise-là, et au moment où je vous parle, là nous sommes début avril, bien évidemment, début avril 2021, bien évidemment que tout cela n'est pas terminé, en tout cas, pas encore. Donc, si on regarde après ce qui se passe, après d'un point de vue, peut-être on va encore un peu plus loin peut-être dans la réflexion.
ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a toute une série de personnes pour qui, financièrement parlant, ça n'a pas changé. Ils ont eu un travail qui a continué, ils avaient un salaire qui tombait chaque mois, comme d'habitude, donc au fond, n'ont pas été impactés du tout, financièrement parlant, par ces conditions-là. Par contre, même dans cette catégorie-là, il y a des personnes pour qui des peurs ont été réveillées parce que justement par rapport à cet inconnu, ils se sont dit « Oh là là, mon entreprise va peut-être vouloir faire des économies, peut-être qu'on va vouloir exporter des activités dans d'autres pays, peut-être qu'il y a effectivement des entreprises qui vont fermer ou en tout cas vont fermer peut-être des pans. Donc ce n'est pas parce qu'on a été payé qu'on est forcément serein. Mais en tout cas, pour une partie des personnes, ils disent honnêtement, pour moi, zéro impact. Et je connais même des personnes des très proches qui me disaient mais on a même reçu un bonus encore plus important que les autres années. Donc vraiment, nous ne sommes absolument pas à plaindre, bien au contraire. Donc voilà, ça c'est pour une catégorie des personnes. Il y a une catégorie des personnes pour qui leurs revenus ont été touchés plus ou moins fortement. Alors déjà, il y a tous ceux qui se sont retrouvés au chômage. Alors, je sais que dans chaque pays, les règles ne sont pas les mêmes. En tout cas, là, je parle de la Suisse. Ceux qui sont au chômage touchent 80% de leur revenu normal. Alors, c'est sûr que suivant le revenu normal, ici, il est confortable, 20% de moins, ça passera plutôt bien. Mais si vous êtes déjà limite, 20% de moins, ça ne sera pas rien. Alors, le chômage n'a pas forcément duré toute l'année, mais en tout cas des parties de l'année 2020. Et ça a eu déjà quelques conséquences pour certains. Et pour d'autres, bien pire encore, et là on voit peut-être tous ceux qui sont entrepreneurs, propriétaires, il y a des secteurs entiers d'activités qui ont été très fortement touchés. Je pense bien évidemment à la restauration, je pense à ceux qui ont des fitness, je pense à peut-être ceux qui font des soins à domicile, qui reçoivent à la maison et qui ont dû fermer le cabinet pendant de nombreux mois. Enfin, il y a toute une série d'autres métiers qui ont été très touchés. Donc là, effectivement, les conséquences, elles peuvent être simplement désastreuses. On sait en tout cas, avec une forte probabilité, selon en tout cas des spécialistes que j'ai pu lire, qui disent au niveau des restaurateurs, il y aura un nombre de faillites qui sera en augmentation exponentielle. Déjà qu'il y en a tout le temps, parce que c'est un métier où il n'y a pas simplement de rotation, mais qu'il y aura vraiment une exponentialité du nombre de faillites, avec tout ce qu'il y a comme conséquences. On ne parle pas seulement bien sûr des conséquences financières, on parle des conséquences personnel, déjà d'estime de soi, mais également peut-être de situations financières très compliquées. Justement, je parlais du nombre de pauvres, de personnes, en tout cas au-dessous du seuil de pauvreté qui vont augmenter. Et donc, au niveau familial également. Donc, vraiment des conséquences qui seront dramatiques. Et là, on ne mesure, à mon avis, absolument pas encore l'impact que ça a. Tout ça, c'est vraiment à venir en 2021, mais certainement encore peut-être pour une ou plusieurs années, suivant les secteurs. Donc là, effectivement, on voit vraiment ce que j'appellerais les grands perdants financièrement parlant. Mais quand j'ai financièrement parlant, vous voyez bien que c'est même beaucoup plus vaste que financièrement parlant, parce qu'encore une fois, la manière dont chacun digère une faillite, digère une situation financière, une perte d'emploi, elle est très personnelle. Certains ont une capacité de résilience et de rebondir, de se réinventer, et d'autres ont au contraire peut-être pas cette même capacité-là, pour qui ça va être plus compliqué. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes pour lesquelles, au fond, c'est un peu plus changeant, dans le sens que ce sont les personnes qui ont peut-être dû se réinventer ou qui ont su se réinventer, qui étaient justement entrepreneurs, enfin beaucoup dans le domaine dans lequel je suis, du monde du coaching, mais également on a vu dans la restauration, certains peut-être trouver d'autres manières de faire et d'autres complètement fermées, et simplement chacun avait ses raisons, ses bonnes raisons ou pas de faire d'une manière ou d'une autre. Donc certains se réinventaient. Et on a vu quoi? Une des manières de se réinventer, c'était de le faire d'un point de vue d'utiliser Internet, puisque on a vu que les achats en ligne ont explosé également, malheureusement souvent au détriment des petits commerces. Mais simplement, certains ont pu continuer ou développer des activités sur Internet ou créer des activités sur Internet ou créer du commerce en ligne sur Internet qui n'existait pas. Donc ceux qui étaient déjà préparés à ça ont vraiment pu voir à quel point c'était une grande chance et ça les a bien aidés, voire sauvés, voire même plus que ça. Et puis d'autres, effectivement, ont réussi à faire ce pas de développer quelque chose sur Internet, y compris, j'ai vu par exemple dans des librairies aussi, j'ai pu voir aussi que des choses comme ça ont été mises en place. Donc, suivant la manière dont on a su rebondir, se réinventer, certains ont très bien passé le cap, d'autres ont pu, encore une fois, limiter les dégâts, donc le curseur va être différent pour les uns et les autres.
Moi, j'avais la chance de mon côté à ce que mes formations sur Internet existaient déjà depuis 2018, 2019. Donc 2020, elles ont encore mieux fonctionné que d'habitude. Donc c'était vraiment, pour moi, vraiment très, très agréable, évidemment, et très content de pouvoir contribuer encore plus. Et même si peut-être j'ai eu que 10% de mes activités en présentiel, la compensation avec ce que j'ai fait sur Internet, que j'ai pu faire à travers d'autres créativités que j'ai mis en place, fait qu'au fond, j'ai passé vraiment sans encombre du tout l'année 2020. Même au fond, j'étais déjà préparé et j'avais en tout cas cette capacité à rebondir. Et dans un domaine, il est vrai aussi où c'est plus facile de rebondir sur Internet que d'autres, c'est bien sûr évident. Donc, vous voyez, ce tableau que je balaye, alors il est assez vaste, bien sûr que suivant les régions, suivant les pays, suivant les classes sociales, il y aurait beaucoup plus à dire, mais ça donne déjà un peu une idée de ce que j'ai envie de vous partager, pour ne pas faire une vidéo qui dure des heures. J'ai envie de parler du plan du politique, parce que je pense que c'est intéressant aussi de se pencher là-dessus. Alors, je ne suis pas là, bien évidemment, pour juger ce que les politiques ont fait ou pas, même si vous allez comprendre à travers mon partage, ou peut-être comprendre un peu quelques idées que j'ai derrière, mais ce n'est pas l'idée de faire une vidéo politique là-dessus, derrière tout ça. Simplement, déjà, qu'est-ce qui se passe que j'ai pu voir? Dans le monde du politique, il y a déjà quelque chose d'important de voir, c'est qu'au fond, ils ont toute une masse d'argent à gérer qui n'est pas leur argent. Donc, ils prennent des décisions, et ça, ce n'est pas spécifique, bien sûr, à ce qu'on a vécu là. Ils prennent des décisions qui auront un certain impact, positif, négatif, selon ce qu'on peut voir, en tout cas, on le verra à la longue, mais dans lequel ils ne sont pas concernés directement. Donc, ça change un peu la donne, je trouve, à ce niveau-là. Mais ce qu'on a pu voir, en tous les cas, et qui est, à mon avis, qui aura des conséquences financières et économiques absolument dramatiques, c'est le fruit de politiques qui sont d'une certaine manière discutables, c'est-à-dire qu'on voit que tous les réseaux hospitaliers ont vu leurs services baisser depuis année après année, depuis de nombreuses années. On a vu des milliers de lits, voire des dizaines de milliers de lits disparaître. Et tout à coup, on nous dit « Ah ben oui, il faut prendre des mesures drastiques parce que les hôpitaux sont saturés. » Mais au fond, les hôpitaux saturés, c'est juste le fruit de la conséquence, autrement dit, de toutes ces décisions qui sont prises depuis si longtemps. Donc, c'est dramatique de voir que tout ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu un appauvrissement des systèmes hospitaliers. Et là, ce sont des décisions effectivement politiques. On a pu voir en France, en tous les cas, en plus, que des hôpitaux privés étaient vides et qu'il n'a pas été utilisé ces hôpitaux privés. Donc, encore une fois, dommage encore plus conséquent qui aurait pu être évité s'il y avait eu en tout cas des décisions politiques qui étaient prises à ce niveau-là. Donc, on peut voir déjà que, vous voyez, le politique prend une décision et parfois on ne voit pas tout de suite à court terme l'impact que ça a, mais on le voit à plus long terme. Alors, bien sûr, certains me diront, ben oui, évidemment, il faut diminuer les coûts des hôpitaux, il faut diminuer tout ça. Oui, possiblement il y a des budgets, possiblement il y a des gouvernements qui creusent déjà des trous. Après, j'ai toujours un petit peu de peine quand on passe du temps à diminuer au niveau de l'éducation, à diminuer au niveau des soins. Mais je prends l'exemple de l'éducation. Moins il y aura d'argent dans l'éducation, plus on aura de problèmes de délinquance, plus on aura de problèmes de gens qui seront moins formés et que peut-être il faudra payer au social plus tard. Moins ils seront entourés, plus ça se payera tôt ou tard. Et comme je dis souvent, il faut savoir si on préfère mettre de l'argent dans des prisons ou mettre de l'argent dans l'éducation. Moins on en mettra dans l'éducation, plus on risque d'en mettre dans des prisons. Et c'est bien dommage également. Alors, ce qui m'a peut-être frappé également, et en même temps je peux le comprendre, mais simplement j'ai pu voir à quel point les politiques ont été avant tout au niveau de la prudence. C'est-à-dire qu'ils ont mis la prudence en avant, à tort ou à raison, qu'une fois chacun a son opinion là-dessus. Simplement, je peux voir que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est humain dans ce sens-là, c'est que je ne veux pas être celui à qui on va reprocher d'avoir pris trop de risques et que ça a eu des conséquences dramatiques en termes de vie humaine. Donc dans ce sens-là, il y a une manière également de se préserver et de se protéger. Simplement, pour certains, ça risque quand même de leur revenir dessus, puisqu'on voit qu'il y a des décisions qui ont été prises, et je vais y revenir, qui sont pour le moins discutables et qui auront eu des conséquences également graves, et qu'il y a déjà des plaintes qui seront adressées à des politiciens ou de crimes contre l'humanité ou sur des conséquences financières. Donc ce n'est pas parce qu'on joue, je dirais, la prudence qu'il n'y aura pas un prix à payer, même si c'est avant tout une manière de se préserver, encore une fois personnellement, et encore une fois je ne juge pas parce que je ne suis incapable de dire si à leur place j'aurais eu plus de courage qu'eux, je ne le sais pas. Simplement de prendre ça en priorité, de se préserver pour aussi prendre ces décisions-là.
ou alors j'ai beaucoup plus de difficultés à accepter certaines décisions politiques. C'est que je vois, par exemple, au niveau de l'Europe, qu'à un moment donné, on décide de faire des achats pour à peu près 1 milliard d'euros sur un médicament qui s'appelle le Remdesivir, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Et ce médicament a déjà plein d'études douteuses qui me parlent des effets toxiques, et que 3 jours après cette commande, l'OMS annonce effectivement que ce médicament est toxique et qu'il n'est pas bon d'être utilisé. Donc je n'arrive pas à croire à la malchance et au hasard s'il y a une commande qui est vite faite à ce niveau-là, et 3 jours après il y a cette annonce de l'OMS, 1 milliard de commandes pour un médicament qui ne va servir à rien du tout. Donc je trouve ça grave et dramatique, parce que ce milliard-là aurait pu être utilisé de tellement d'autres manières, beaucoup plus intelligentes. Et on va voir effectivement qu'on voit qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches au détriment d'autres. Donc là, ça en tout cas, m'amène, moi, à des interrogations sur la probité, sur l'honnêteté d'un certain nombre de politiciens, parce que le politique peut être... Certains peuvent être très au service de lobbies, sont là vraiment au service de lobbies. Quand on le voit en Suisse, il y a tous ceux qui sont, qui sont du monde des assurances, qui sont du monde de la pharmaceutique, qui sont du monde de la finance, et quelque part qui sont peut-être plus là au service de ces lobbies qu'au service de la population. D'autres sont plus au service de la population, ce qui ne veut pas dire qu'ils prennent toujours des bonnes décisions, parce qu'on peut aussi vouloir arroser la population de toutes sortes de soutiens, et qu'il y a un prix à payer tôt ou tard également. Donc simplement un premier choix, et simplement le Remdesivir, donc qui était quand même un prix très coûteux. Je vois qu'en même temps le politique n'a fait aucun effort pour proposer, voire même pour proposer, ils ont même interdit souvent des médicaments bon marché sur l'hydroxyde de chloroquine, ou par exemple je trouve plus le nom maintenant, le nom va me revenir, mais ce n'est pas très important, un autre médicament très prometteur, utilisé également beaucoup en Afrique, très bon marché également, donc ces anciennes molécules, avec toute une série d'études qui montraient des effets positifs, et là tout à coup zéro encouragement pour celui-ci. Donc là, pour moi, le politique n'a pas joué son jeu, parce qu'ils auraient pu avoir la même ouverture avec les uns comme avec les autres, et certainement que les résultats auraient été différents. Donc là, vraiment, pour moi, un carton rouge aux politiques. Et là, ça m'amène plus de doutes, effectivement, sur l'honnêteté de certains, ou sur par qui ils se laissent influencer, en tout cas pour prendre des décisions à ce niveau-là. Donc on voit là que les questions d'argent ont clairement eu un gros impact, puisqu'il y avait encore un autre traitement qui était proposé, qui était encouragé par un certain nombre de personnes du monde politique, qui allait également être très onéreux. Encore une fois, donc on voit que ce qui était onéreux était encouragé, ce qui était bon marché était balayé. Donc là, vraiment, j'ai personnellement des doutes, en tout cas, et c'est pour ça que je pense que certains politiciens auront des problèmes, parce qu'ils n'ont pas été, pour moi, francs du collier, selon ma perception en tous les cas. Encore une fois, ce n'est pas la vérité, c'est ma perception. Donc, et simplement, une dernière chose peut-être au niveau du politique, c'est qu'ils ont eu beau jeu, effectivement, d'un moment de cette manière, on stoppe toute une série d'activités et on balance, on balaye des aides à gauche, à droite, de l'argent à gauche, à droite en compensation. Et on peut voir également que si l'épargne augmente de manière exponentielle, en tout cas dans des pays comme la France, la dette publique va augmenter de manière exponentielle, et on n'arrive pas à imaginer aujourd'hui, encore une fois, les conséquences que ça aura à court, moyen et long terme pour l'ensemble de la population, si nous n'aurons pas un prix à payer qui sera très important du fait surtout ces taux d'intérêt venir remonter un petit peu, ça pourrait devenir juste franchement dramatique. Donc c'est sûr que c'est facile de balayer ou de proposer de l'argent, même si c'était nécessaire dans certaines situations, ça pour moi c'était clair, c'est dès le moment où on prenait ces décisions-là, mais que c'est facile quand ce n'est pas notre argent, que ce n'est pas nous qui en payerons les conséquences, qui auront la responsabilité de tout ça. On sait qu'un chef d'entreprise, il ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent de l'entreprise, autrement il doit déposer le bilan. Donc ça c'est peut-être effectivement quelque chose dont on reparlera du rôle des politiques durant cette crise-là. Et j'aimerais aborder un troisième thème qui est celui des entreprises. Des entreprises, j'aimerais très clairement différencier les très grandes entreprises des petites et moyennes entreprises. Et là, je vais parler uniquement des très grandes entreprises, et je vais vous parler de mon expérience de banquier, d'ex-banquier, de conseiller en placement financier. Parce que, en tant qu'ex-conseiller en placement financier, on suivait les actions du CAC 40, de toutes les grandes entreprises internationales, multinationales.
On suivait ça, on suivait les rapports. Donc j'ai eu l'occasion de suivre ça pendant 17 ans, même si ce n'était pas mon rôle d'aller étudier les bilans de tout ça, mais en tout cas de voir un peu un certain nombre d'études. Et qu'est-ce que j'ai pu vraiment voir et comprendre au fur et à mesure de 17 années, c'est que, y compris dans la très grande banque où je travaillais, c'est que plus les années passaient, plus il y avait très clairement une direction qui était « on prend des décisions pour satisfaire les actionnaires ». Parce que dans le triangle je dirais, des personnes concernées, il y a les actionnaires, il y a les clients et il y a les collaborateurs. Et il y a eu des périodes peut-être où les collaborateurs étaient plus mis en avant, il y a des périodes où les clients étaient plus mis en avant. Il y a eu une tendance très claire d'être toujours plus au service des actionnaires et toujours moins au service des clients et des collaborateurs. Pour moi, d'une manière générale, dans les grandes multinationales, c'est absolument évident, en tout cas je l'ai vu. Et ça veut dire quoi? Être plus au service des actionnaires, ça veut dire avoir toujours plus de bénéfices, prendre des décisions toujours plus sur du court terme, puisque les actionnaires ayant pris toujours plus de poids, c'est-à-dire que les directeurs généraux, les personnes à la tête des entreprises pouvaient se faire virer du jour au lendemain, ou rapidement en tout cas, s'ils n'avaient pas les résultats escomptés. Donc à partir de là, on cherche du court terme et on ne peut pas diriger une grande entreprise sur du court terme, on ne peut pas diriger un gouvernement sur du court terme non plus, ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. Donc à partir de là, toutes sortes de dérives existent, dérives graves ou pas, mais toutes sortes, je dirais, d'écarts de valeur existent, toutes sortes d'écarts entre la mission annoncée d'une entreprise et la réalité. Cet écart ne fait que grandir. Alors, on voit d'ailleurs que beaucoup de multinationales ont tiré leur épingle du jeu également. On voit les cours en bourse qui ont été très hauts pour beaucoup d'entreprises également, malgré la crise. Donc on voit comme une sorte d'écart, encore une fois, j'ai envie d'ajouter, entre le monde boursier et la réalité économique qui interpelle beaucoup. Alors, là, j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai vécue avec des entreprises pharmaceutiques, mais je tiens à dire, le domaine financier, les domaines, que ce soit assurance, banque, le domaine alimentaire, et je ne parle même pas du domaine pétrolier, pour moi, ce n'est pas mieux. Je tiens à dire que ce n'est pas mieux. Je ne dis pas que c'est pire, mais en tout cas, ce n'est pas mieux. Je me souviens avoir été très choqué, je pense en 2005 à peu près, quand il était sorti un scandale sur un médicament de l'entreprise pharmaceutique Merck qui s'appelait le Vioxx. Et au fond, qu'est-ce qui s'était passé? Et j'ai repris les données, j'allais chercher sur Wikipédia pour retrouver les données de l'époque. Au fond, ces médicaments, il s'avérait que ce médicament avait des effets secondaires extrêmement graves et qu'il y a eu un nombre de morts considérable à cause de ce médicament. Alors après les chiffres, on trouve toutes sortes de chiffres, mais on parlait quand même j'ai plus là les chiffres exactement où j'ai mis ça, on parlait comme de morts par dizaines de milliers, hein, vraiment, suite à ces problèmes d'effets toxiques. Il s'avérait que l'entreprise savait déjà, au moment où ils ont lancé le médicament, qu'il y avait des effets toxiques. Simplement, le médicament semblait prometteur. Donc je me souviens déjà à l'époque, j'avais lu qu'en fait leur calcul était simple. Ils estimaient que si un jour ils devraient payer pour des dommages et intérêts, que ça leur coûterait moins cher que tout ce qu'ils allaient gagner. Donc vous voyez le cynisme effectivement de ce genre de raisonnement. Donc l'être humain n'a pas beaucoup de valeur, le financier en premier. Et là, on voit qu'on revient un peu sur ce que ma vidéo précédente, la semaine passée, quand je parlais des niveaux logiques de décision, on est très clairement là-dedans, on voit à quel point les niveaux logiques de décision sont très bas. On n'est même pas au niveau du juridique, au niveau juste de c'est faisable. Et donc, ils ont même, à un moment donné, créé de fausses études pour donner l'impression que ces médicaments étaient bons pour pouvoir cacher les effets secondaires. Je me souviens très bien quand c'est sorti, en Suisse, c'était sorti des médecins qui ont dit « mais nous, ça fait un moment qu'on annonce des effets secondaires très négatifs et visiblement, personne n'en a rien fait ». Donc, vous voyez, à un moment donné, ils ont dû payer 4 ou 5 milliards à peu près de dollars, 4 milliards, je crois, de dommages et intérêts, 4 milliards et encore à peu près 8 à 900 millions aux États-Unis quelques années après, parce qu'ils ont publicité mensongère et toute une série de choses derrière. Ils avaient vendu à peu près pour 10 à 11 milliards ce médicament-là, donc je peux imaginer qu'avec les marges qu'ils avaient, qu'ils ont encore gagné de l'argent. Mais ce que je trouve plus grave, et ce que je trouve plus dramatique, et ce que je trouve absolument anormal, c'est que les dirigeants à la tête de cette entreprise n'ont jamais été jugés, n'ont jamais été emprisonnés, parce que avec l'argent, ils ont tout de suite accepté les montants d'amende payés, ils n'ont pas discuté. Avec l'argent, ils ont réussi à acheter leur liberté,
à acheter la paix en quelque sorte. On a vu la même chose avec des entreprises comme Goldman Sachs et autres au moment de la crise des subprimes, qui ont vraiment fait des saloperies, excusez-moi du terme, et qui ont pu, en payant des amendes très chères, enfin très chères entre guillemets, quand c'est 1 ou 2 milliards d'entreprises comme ça, c'est cher pour nous, mais pour eux, ça ne représente pas forcément des montants si graves que ça, et qui à un moment donné ont pu faire en sorte que malgré les faux, malgré les conséquences pour l'ensemble de la population, pour une partie de la population, eux n'ont pas eu à payer à titre de responsabilité personnelle. Donc vous pouvez voir à un moment donné qu'à ce niveau-là, il y a vraiment quelque chose qui se joue, qui est anormal. Et pour montrer le comble du cynisme, j'ai vu justement en faisant cette étude, en préparant cette vidéo, que celui qui était le directeur et qui était concerné clairement par ce scandale-là, la dernière année qu'il a travaillé pour cette grande entreprise pharmaceutique, a touché 40 milliards de revenus. 40 millions, pas 40 milliards, 40 millions de revenus, sa dernière année. Et qu'il a été invité à intervenir à l'Harvard Business School pour parler de responsabilité sociale des entreprises. Vous avez bien entendu, on lui a demandé d'intervenir sur la responsabilité sociale des entreprises à la Harvard Business School après des scandales pareils. Donc pour vous dire qu'il est clair qu'on aura un problème récurrent avec les multinationales aussi longtemps que les individus ne doivent pas payer. Parce que s'il y a quelques personnes qui vont se retrouver avec 10, 15, 20 ans de prison, voire prison à perpétuité, parce qu'ils savaient et qu'en connaissance de cause, ils ont accepté ça, je peux vous dire que les dirigeants vont commencer à hésiter à faire n'importe quoi. Alors que c'est aussi longtemps qu'on leur demande juste de payer une amende, et puis qu'à partir de là, tout le monde est dédommagé, tout le monde est clean, tout le monde est blanc comme neige, c'est sûr que là, on a un gros problème de valeur et il y a quelque chose qui est absolument anormal. Donc, simplement pour dire, ce jour-là, j'ai compris très clairement que les entreprises pharmaceutiques, les grandes entreprises pharmaceutiques, j'insiste sur les grandes entreprises pharmaceutiques, ne sont pas là au service des clients, ne sont pas là pour soigner les clients en priorité, sont là pour gagner de l'argent en priorité. Et si ça soigne, tant mieux. Si ça ne soigne pas, tant pis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, quand on voit effectivement quand on a vu effectivement les possibilités de gains et de revenus pour des entreprises sur un médicament comme le Remdesivir ou bien ces nouvelles choses qui sortent derrière aussi, quand on peut gagner les milliards qui peuvent être gagnés, c'est sûr que ça justifie de payer des personnes pour faire des études qui vont dénigrer l'ivermectine, voilà, je retrouve le médicament, ou l'hydroxychloroquine par exemple, qui vont dénigrer ça, puisque l'étude du Lancet a montré que cette étude très largement médiatisée était un faux, créé par une société qui a été créée juste pour ça, donc on ne sait pas qui est derrière, mais il n'y a pas eu étonnamment d'études là-dessus. Simplement pour vous dire qu'on voit qu'il y a des choses que je vais dire, la fin, autrement dit, les bénéfices potentiels justifient les moyens. Et quand certains, effectivement, ont quand même dit que par rapport aux vaccins, où les entreprises pharmaceutiques ont quand même été très fortes, elles se sont fait financer par les gouvernements, financer la recherche pour créer un vaccin. En plus, elles ont réussi à faire en sorte que les gouvernements signent un papier comme quoi elles n'auraient aucune responsabilité en cas d'effets secondaires toxiques. Donc tout ça, vous pouvez le trouver sans problème. C'est pas des inventions, je peux vous dire. Et en plus, elles vendent leurs vaccins au prix fort, alors que du moins les États ont payé les recherches et devraient vendre les vaccins sans bénéfice. Ça serait la moindre des choses. Donc vous voyez, à un moment donné, ils ont arrivé à tirer les marrons du feu sur tout. Et en plus, les vaccins ont été acceptés sur la base de leur étude à elles uniquement, sans étude neutre derrière. Et pour prendre l'exemple de Pfizer, j'ai tenu des chiffres contradictoires. Certains disent 800 millions, d'autres 1,2 milliard d'amendes sur les 10 dernières années pour faux, pour publicité mensongère, etc. Et c'est sous ces gens-là qu'on devrait faire confiance. Donc, bien sûr, vous pouvez entendre mon parti pris. Ce n'est pas une histoire de vaccin ou pas de vaccin. C'est de voir de qui est derrière, quels sont leurs intérêts et est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces personnes-là. On peut les garder, vraiment les garder dans les yeux en disant ils veulent notre bien-être avant tout, avant des questions d'argent. Malheureusement, je peux vous dire, pour moi, c'est évident que non, mais ce n'est pas nouveau, c'est juste que dans cette crise-là, on a quand même mis en exergue à quel point c'est devenu quelque chose de beaucoup plus fort encore que ce qu'on imaginait, et ça a permis d'ouvrir les yeux à beaucoup de monde. Mais ça a toujours existé, on sait déjà que très longtemps en arrière, dans la cigarette, les grands cigarettiers ont payé de fausses études, ça a été prouvé, ils ont été amendés pour ça,
pour faire croire que le tabac n'avait pas d'incidence néfaste sur la santé des gens. Et pour donner un dernier exemple, en Suisse, à un moment donné, on a les boissons sucrées, parce qu'on voit bien dans l'alimentaire également que les grandes entreprises savent très bien que c'est pas bon pour la santé, ça ne les empêche pas de continuer de faire la même chose. En Angleterre, ils avaient réduit de moitié le sucre des boissons sucrées en Angleterre sur 3 ans ou 5 ans, je ne sais plus, pour permettre de le faire progressivement. Et quand en Suisse, quelqu'un a voulu proposer ça au niveau politique, une politicienne témoignait, disait « Les lobbies sont tout de suite intervenus pour balayer l'idée », alors qu'en Suisse, on a le niveau de sucre le plus élevé, semble-t-il, de boissons, dans les boissons gazeuses, en tout cas dans les pays qui alentourent. Et vous pouvez bien imaginer que comment un politicien peut justifier de ne pas entrer en matière sur une chose de réduire le sucre quand on sait les dégâts du sucre, c'est absolument impensable. Donc on revient à ce que je disais sur les politiciens, c'est que certains ne sont clairement pas, malheureusement, au service de la population, comme là les entreprises également ne sont pas au service de la population. Donc tout ça c'est malheureux, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous, sans exception, un pouvoir, puisque comme je dis toujours, l'argent est un formidable bulletin de vote, et c'est-à-dire que chaque fois que nous utilisons notre argent d'une manière, nous encourageons les uns et les autres. Donc moi-même, le premier, vous voyez que je peux dénoncer un certain nombre de choses que je trouve inadmissibles, selon encore une fois mes critères, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Sur mes thèses, donc si je suis cohérent, je n'ai pas acheté de produits de ces entreprises multinationales qui font de la nourriture qui n'est pas de qualité, qui n'est pas bonne pour la santé. Je ne vais effectivement pas encourager des entreprises ou des entreprises pétrolières. Je vais essayer de diminuer, en tout cas autant que possible, ma consommation de benzine, de choses comme ça. Donc chaque fois que j'utilise mon argent, je donne effectivement une couleur à la société que je veux créer demain. Mais ça pourrait être justement la prochaine vidéo. J'insisterai un peu plus sur cette notion de argent égale bulletin de vote, puisqu'au fond, ces entreprises ont le pouvoir aussi qu'on est prêt à leur laisser. Donc c'est important de reprendre notre part de responsabilité, de dire qu'est-ce que j'ai envie d'encourager ou pas. Voilà, cette vidéo était un peu longue, mais simplement, vous voyez que les sujets que j'ai abordés me semblent, en tout cas, avoir de l'importance, en tout cas, même si, comme je l'ai dit, on pourrait en dire tellement plus sur chacun de ces volets, mais déjà en une trentaine de minutes, ça a permis peut-être de poser déjà un regard sur ce nombre de choses, et n'hésitez pas, bien évidemment, à laisser des commentaires. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, la seule chose que je demande, c'est qu'on soit constructif de la manière dont on va communiquer ensemble. Et puis, je parlerai justement la prochaine fois sur cet argent égale bulletin de vote, j'insisterai un peu plus là-dessus. Donc si cette vidéo peut avoir du sens, mérite d'être partagée, n'hésitez pas déjà à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne également, n'hésitez pas à la partager également si vous pensez que ces réflexions méritent d'être connues. Voilà, je vous souhaite le meilleur et puis surtout de pouvoir effectivement qu'on sorte tous grandis de cette crise-là, même si, comme j'ai dit, les conséquences, on a encore de la peine à les imaginer aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusque-là, en tout cas, et à la prochaine. Allez, ciao!